Bien, je vous propose qu'on redémarre. Donc après la vision nationale et la vision, on va dire, internationale, suisse notamment, des problèmes de bibliothèque, je vais laisser la main ou la parole. Je cherchais. J'ai disparu. Je vais donner la parole à Christophe Perales pour la partie donc, qui est président de l'ADBU et qui va donner ses opinions, on va dire, sur les problématiques du numérique et notamment de son association. Merci beaucoup pour votre invitation. Vous excuserez si j'ai l'air d'un droupi, mais je suis très fatigué. Notre propre congrès est la semaine prochaine à Nice, donc là on est sur le bouclage. Et j'étais pas prévu pour intervenir aujourd'hui en fait. On s'était arrangé avec une collègue, mais elle n'a pas pu venir, donc voilà. Je suis un peu fatigué, mais bon, je vais vous dire des choses passionnantes, hein, je vous rassure. Ce que j'ai compris de la commande, en fait, c'était de parler essentiellement des rapports entre numérique et documentation sous l'angle qui est susceptible de vous intéresser le plus, c'est-à-dire le SGBM. Vous aurez une intervention cet après-midi, si j'ai bien compris, de Jérôme Calfon, qui vient de quitter ses fonctions à la baisse sur le même sujet, mais sur un versant peut-être plus technique. Moi, ce matin, ce que je vais essayer de tracer, c'est en fait les rapports, l'intérêt qu'ont les bibliothèques pour le numérique. Alors, j'aurais pu parler de tout un tas de choses, hein. J'aurais pu parler des nouveaux espaces d'apprentissage, j'aurais pu parler de la pédagogie en ligne, enfin voilà. Mais donc l'angle d'attaque, c'était plutôt celui du SGBM, parce que c'est là, je pense, en effet, où il peut y avoir une articulation avec le système d'information de l'établissement et qu'on peut avoir à collaborer dans les années à venir de manière assez étroite. Alors, deux mots quand même sur la DBU pour ceux qui ne nous connaîtraient pas encore. Donc, c'est l'association des directeurs et personnels de direction des bibliothèques universitaires et de la documentation, une association qui existe depuis 1970, qui compte à ce jour 460 adhérents, un conseil d'administration de 10 personnes, et donc qui se décompose en 5 personnes qui s'occupent du bureau, donc président, vice-président, etc., et puis 5 animateurs de commissions permanentes, donc qui animent le réseau. Et dans ces commissions permanentes, je vous ai listé là les 5 thématiques sur lesquelles on travaille donc tout au long de l'année au sein de ces commissions. Il y en a une, vous voyez, qui s'intitule Signalement et système d'information. Donc, ça fait vraiment partie des préoccupations courantes, hein, enfin vraiment qui nous suivent toute l'année de l'association, que de travailler sur l'articulation, voilà, entre le système d'information, les systèmes d'information et les questions de signalement. Alors, ce que j'ai essayé de faire pour démarrer, c'est de vous donner une sorte de mode d'emploi pour arriver à gérer cet être étrange et un peu revêche qu'est le bibliothécaire. Bon, en fait, je m'amuse avec les stéréotypes de la profession. On les a tous éliminés, tout éliminé. Non, je ne veux pas faire de misogynie, ceux qui étaient comme ça. Il n'y en a plus, hein, je vous jure. Donc, non, Alain Abécassis, qui nous connaît bien, acquiesce. Je vous remercie, Alain. Il n'y en a plus. Enfin, il n'y en a presque plus. Il n'y en a presque plus. En fait, c'est vrai que parfois, les bibliothécaires et les informaticiens ne sont pas les gens qui collaborent le plus mal dans les universités, enfin, en tout cas, d'après mon expérience à moi. Mais c'est vrai que parfois, au moins au démarrage des projets, on a souvent du mal à se comprendre. On parle à peu près le même vocabulaire, par contre, on n'a pas tout à fait le même angle d'attaque sur les questions. Et donc, je vais vous livrer la recette secrète pour arriver à immédiatement communiquer avec un bibliothécaire. En fait, le bibliothécaire, il trouve les questions d'outils très importantes. D'ailleurs, les bibliothèques sont vraiment aujourd'hui truffées de numérique, hein, et c'est une demande évidemment des usagers de travailler avec les outils d'aujourd'hui.
Donc on est très souvent, on sollicite très souvent les informaticiens pour nous aider à avoir plus de Wi-Fi, à avoir plus de contenu en ligne, à avoir tout un tas de services en ligne, etc. Mais en fait, fondamentalement, il faut que je vous l'avoue, ce qui nous intéresse, nous, c'est les contenus. Non pas qu'on se désintéresse des outils ni qu'on les méprise, bien au contraire, mais notre mission essentielle, c'est les contenus. Et toutes sortes de contenus. Les contenus qu'on achète, hein, donc, que ce soit de la documentation imprimée ou électronique, les contenus qu'on numérise quand on a la chance de travailler dans des bibliothèques patrimoniales, donc avec des contenus qu'on peut numériser puisqu'ils sont plus sous droit. Et puis il y a aussi ce qu'on produit, et là on produit tout un tas de choses très bizarres qu'on a souvent du mal à faire comprendre à nos interlocuteurs, et les DSI, avec les DSI on a de la chance parce qu'ils comprennent quand on leur explique, mais ce n'est pas forcément le cas de tous nos interlocuteurs dans l'université. Donc qu'est-ce qu'on produit? Le bibliothécaire, il produit essentiellement des métadonnées. Là déjà, c'est bien parce que je n'ai pas besoin d'expliquer. Et parmi ces métadonnées, il en produit un certain nombre qui ont une valeur particulière, qui sont particulièrement lourdes à produire, ce qu'on appelle les autorités. Et là, par contre, je suis obligé d'expliquer un petit peu. Donc qu'est-ce que c'est qu'une notice d'autorité? Parce que j'y reviendrai tout à l'heure. C'est une notice en fait qui permet de désambiguïser une entité, quelle qu'elle soit, c'est-à-dire une personne physique, une collectivité, une personne morale, un sujet, un lieu, etc. Et ces fichiers permettent, lorsqu'on a un système adéquat qui sait les gérer, donc par exemple si vous faites une recherche en tapant mondialisation, de remonter aussi tous les résultats qui vont parler de globalisation, parce que dans la fiche d'autorité, on aura décrit toute une cascade comme ça de mots synonymes, on aura mis tout un tas de renvois qui vont permettre donc d'agréger tous ces mots autour de ce qu'on appelle une vedette pour arriver donc à optimiser la recherche. De la même manière, si vous avez une notice d'autorité bien faite et un système qui est capable de la gérer, quand vous allez taper Molière, vous aurez aussi qui va remonter toutes les réponses qui concernent Jean-Baptiste de Poquelin et ainsi de suite. Voilà. Donc c'est ça, un fichier d'autorité, c'est assez lourd à produire et donc on en est très fiers. À juste titre parce que plein de gens veulent mettre la main dessus. Alors, ce qui est arrivé au contenu depuis l'arrivée du net, bon là je pense que vous le savez, mais je fais un bref rappel pour l'intérêt de ma présentation. Donc c'est qu'on a assisté progressivement, donc et même progressivement, mais quand même très rapidement, à une plateformisation des contenus. Alors qu'est-ce qu'on entend par plateformisation des contenus? En fait, Internet, c'est un média, mais c'est un média d'un type un peu particulier. Avant, dans les médias traditionnels, donc là j'ai représenté un schéma sur la gauche, je ne sais jamais où est ma droite et ma gauche. Sur la gauche, vous avez un schéma qui doit rendre compte du modèle économique d'un journal comme ceux qui sont distribués dans le métro, donc gratuit. Et puis à droite, c'est une chaîne de télévision qui serait privée sans redevance. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose que les spécialistes, enfin, que les économistes qui travaillent sur les médias connaissaient bien. C'est quelque chose d'assez ancien, hein, qui date au moins du 19e siècle, si ce n'est avant pour certaines réalités. Donc ce qu'on appelle les marchés biphases, c'est-à-dire il y a deux phases du marché. C'est le journal qui va fournir des contenus, alors gratuits éventuellement dans ce cas-là, ça pourrait être payant, mais bon, pour la simplicité de la démonstration, gratuit à des lecteurs, et en échange, donc il va récupérer une audience, et cette audience, il va la monétiser auprès d'annonceurs. C'est-à-dire qu'on a un marché qui fonctionne sur deux faces. Et puis, pareil pour une chaîne de télévision, donc qui serait sans redevance. Voilà, elle va fournir des contenus, elle va récupérer une audience, elle va la monétiser. Ça, c'était avant, c'était assez simple. Le changement avec ce qu'on appelle les plateformes du web, alors les grandes plateformes comme Google, enfin les GAFA, mais il y en a plein d'autres. Hein. Uber a beaucoup fait parler de lui, Boursorama, enfin, je sais pas, LinkedIn. Voilà. Il y a deux différences majeures. La première, et c'est la plus importante, c'est celle qui est représentée en haut par les doubles flèches en fait, qui vont dans les deux sens. C'est que dans un média traditionnel, en fait, le média, quand même, il investit un minimum pour créer du contenu. Alors, c'est du contenu plus ou moins... il est plus ou moins abouti, il a coûté plus ou moins cher à produire, hein, entre
les dépêches de l'AFP qui sont retravaillées par les journaux du métro et puis un article de fond dans Le Monde. Bon, et on n'a pas exactement le même investissement financier. Mais enfin, il y a toujours quand même un investissement. Là, l'astuce, ça consiste à récupérer du contenu auprès de producteurs qui n'ont rien à voir avec la plateforme, en l'occurrence ici les internautes. Donc on récupère du contenu qui est produit par les internautes et on fournit de l'audience aux internautes, mais en même temps les internautes fournissent de l'audience par les contenus, etc. Donc on a en fait un acteur économique qui va réussir à monétiser un contenu qu'il n'a pas produit. Et ce contenu, c'est la deuxième différence, il va le monétiser en fait sur plusieurs faces. Donc là, le modèle le plus abouti, pour l'instant, c'est le triface. Donc très classiquement, comme on avait dans les médias traditionnels, il va monétiser cette audience auprès d'annonceurs, mais il va aussi monétiser les contenus qu'il a collectés en créant des services à valeur ajoutée, alors du type, par exemple, la Google Car, les Google Glasses, etc., en monétisant finalement et en se servant de toutes les données de géolocalisation ou autres qu'il a réussi à collecter. Et puis, il va mettre en place tout un tas de stratégies pour développer toujours plus, pour engloutir toujours plus de données et de contenus. Alors, rachat, comme par exemple YouTube, Google l'a fait pour YouTube, mais aussi, bien sûr, les licences qui sont attachées à la plateforme, hein, fait que, bon, elle vous explique que si vous prenez le temps de les lire, qu'elle a le droit en gros de tout aspirer. Ils vont créer aussi tout un tas de services dans le cloud, hein, c'est ce que fait Google avec toutes les suites qu'il a mis dans les nuages, Google Agenda, tous les outils de bureautique, etc. Donc tout ça permet quand même de capter du contenu. Voilà. Alors on pourrait faire la même analyse, c'est bizarre que souvent elle ne soit pas faite, sur ce qui nous intéresse, une des choses qui nous intéresse, nous les bibliothécaires, sur par exemple un éditeur, enfin je mets beaucoup de guillemets à éditeur, parce que moi je pense qu'un acteur comme Elsevier, qui vend donc des revues principalement en sciences biomédicales, très chères, en ligne, n'est plus depuis longtemps dans une économie de type éditorial. Donc on a exactement le même schéma en fait, hein. Alors, à part que là, c'est plus les internautes qui lui fournissent gratuitement du contenu, ce sont des enseignants-chercheurs, enfin des chercheurs. Mais de la même manière, donc Elsevier va revendre ses contenus aux bibliothèques universitaires, voilà, pour des sommes assez folles. Et puis, sur l'autre face du marché, il va en fait monétiser tout un tas donc toutes ces données qu'il a réussi à collecter pour créer certes des services à valeur ajoutée, mais enfin dans la matière première quand même il ne lui a rien coûté. Donc Scopus c'est un outil qui sert à faire de l'évaluation bibliométrique et puis Scival c'est un outil qui se veut une sorte de... Comment dire, c'est un outil qui sert à cartographier en fait les communautés de recherche pour essayer de travailler, donc de leur présenter les opportunités de développement possibles, la concurrence, etc. Donc c'est un outil de pilotage de la recherche, en fait, un outil qui entend piloter la recherche. On se retrouve comme ça avec des acteurs qui ont engrangé des contenus qui ne leur ont pas coûté bien cher, donc qui certes développent des services à valeur ajoutée dessus, ça leur coûte, enfin quand on voit les bénéfices qu'ils font, et qui tentent de s'imposer en fait, dans le cas d'Elsevier, comme des agences de notation de la recherche, avec des systèmes qui sont des boîtes noires, mais dans lesquelles on ne sait pas comment c'est fait les algorithmes, c'est comme Google. Et puis avec la même stratégie, essayer d'agréger de plus en plus de contenu, notamment pour améliorer la pertinence de ces outils de mesure. Donc Elsevier avait racheté il y a quelques années Mendeley, donc c'est un réseau social de chercheurs. Alors c'est loin d'être le premier aujourd'hui, hein, depuis il a été largement dépassé. Enfin, du jour où il a été racheté par Elsevier, il a été beaucoup moins utilisé et il a été supplanté par des outils comme ResearchGate ou Academia. Mais l'idée d'Elsevier, c'était, avec les publications, il drainait en fait on va dire la science qui venait de se faire, et avec Mendeley, il espérait drainer la science en train de se faire. Voilà, ça permettait d'améliorer beaucoup la pertinence de ces outils. Alors, donc, la plateformisation et les bibliothèques, parce que là, je vous ai parlé de la plateformisation et la recherche. Bon, les articles, nous, on les rachète à Elsevier, mais ce n'est pas nous qui les produisons. Par rapport à ce que nous produisons, nos bibliothèques, c'est vrai qu'on a été, en fait, finalement, les premiers à être un petit peu comme ça sous le collimateur de ces plateformeurs.
Donc de manière très précoce, on a été exposé à ces tentatives de mainmise sur les contenus qu'on produit. Alors la première tentative qui a fait couler beaucoup d'encre à l'époque, c'était de mettre la main sur le patrimoine numérisé ou numérisable des bibliothèques à travers l'initiative de Google appelée Google Books. Et là, donc, on a plutôt bien réagi. C'est pas pour nous jeter des fleurs, mais la pieuvre, elle a pris un petit coup dans le nez. Comme vous voyez, elle louche un peu. Parce que la réaction a été assez frontale. Elle a été double. D'ailleurs, elle est venue à la fois des bibliothécaires et des éditeurs classiques, qui sont dans une économie éditoriale classique, pour essayer donc de contrer cette initiative. Et en riposte, nous avons, enfin en tout cas, la riposte de la France a été particulièrement forte, aussi bien au niveau des éditeurs français que de la Bibliothèque nationale de France, qui avait lancé quand même la première dans les années 90, donc le fameux Gallica, donc la première bibliothèque numérique en ligne, et qui a repris ce programme Gallica qui était un petit peu, qui avait été, qu'on considérait comme achevé, pour en faire quelque chose de beaucoup plus offensif, et avec une réussite que je détaillerai tout à l'heure. Et aujourd'hui, ce qui est un petit peu sous le feu qui est un petit peu menacé par l'appétit d'un certain nombre d'acteurs, ce sont les métadonnées bibliographiques et singulièrement tout ce je vous expliquais tout à l'heure, les autorités et les référentiels, donc qui sont véritablement, probablement, parmi les données que nous fabriquons, celles qui ont le plus de valeur. Alors pourquoi elles sont convoitées? Eh bien parce que je vais donner deux exemples. Imaginons un outil bibliométrique, comme Scopus ou Web of Science. L'une des difficultés que connaissent bien les services de la recherche et les bibliothèques lorsqu'il faut produire des rapports pour le ministère ou autre pour évaluer en fait le poids de la recherche dans un établissement, c'est que les entités, laboratoires ou chercheurs, dont on cherche à cerner la production ne sont jamais nommés de la même manière dans ces bases bibliométriques. Donc évidemment, comprenez la plus-value que pourrait apporter à ces bases bibliométriques des fichiers d'autorité qui permettraient de désambiguiser comme ça des laboratoires, d'éviter que si le laboratoire, enfin c'est le problème que vous connaissez bien, si le laboratoire a été saisi avec son acronyme ou s'il a été saisi en plein avec l'ensemble ou s'il a été saisi avec des coupes, c'est jamais les mêmes, etc. Donc, on ne s'y retrouve pas, avec évidemment des fichiers d'autorité qui tourneraient derrière dans ces bases bibliographiques. On arriverait évidemment à avoir une base capable de faire des extractions beaucoup plus intéressantes et donc beaucoup plus monétisables. Pourquoi pas après tout, on peut se dire, les bibliothèques sont financées par l'impôt. L'impôt est payé par les citoyens lambda, les ménages, mais aussi payé par les entreprises. Alors c'est vrai que des entreprises comme Google ont tendance à essayer d'échapper un petit peu à l'impôt, donc là déjà le raisonnement commence à être biaisé. Et donc, puisque tout ça est produit par l'impôt, après tout c'est à tout le monde et on peut très bien exposer ces données en open data et je suis tout à fait d'accord. Simplement ce qu'il faudrait éviter de faire, c'est que par exemple, une société qui voudrait mettre la main sur ces données, une société par exemple qui commercialise un outil de bibliométrie, donc récupère ces données, et puis ensuite nous revende son outil, sans tenir compte du fait que quand même on lui a fourni au passage un certain nombre d'éléments qui lui permettent d'avoir un outil plus performant. En clair, il ne faut pas qu'on se fasse refacturer ce qu'on a fabriqué nous-mêmes et qu'on livre gratuitement. Alors, il y a eu des stratégies, je vais y venir après. Je donne un deuxième exemple. Ces autorités, elles intéressent par exemple aussi beaucoup les sociétés de gestion et de perception des droits, parce qu'elles ont le même problème en fait. Elles ont besoin de désambiguïser leurs auteurs pour pouvoir répartir les droits d'auteur, qu'il s'agisse d'écrits, de vidéos, etc. Voilà, donc conscient de ces risques en fait, donc les bibliothécaires finalement sont pas trop mal débrouillés, ou se débrouillent pas trop mal actuellement pour arriver à la fois à s'inscrire dans l'écosystème du web, qui est absolument incontournable aujourd'hui, et à finalement mettre à disposition ce qu'en effet la puissance publique via l'impôt, ou le contribuable via l'impôt a payé, mais en essayant d'éviter, pour l'instant on n'y est pas trop mal arrivé, en essayant d'éviter donc des captations abusives de valeur, des accaparations excessives de ce qui a été produit par tel ou tel acteur, à son seul bénéfice. Donc, le premier exemple, c'est Gallica. Gallica, c'est une initiative de la BNF
qui consistait au début à numériser 100 000 documents. Puis le programme s'est arrêté, enfin n'a pas été conduit jusqu'au bout parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des problèmes de droit d'auteur sur les documents du XXe siècle. Et bon, on en était resté là. Et puis quand il y a eu l'offensive Google Books, donc là, Gallica a été, bon, c'est pas un hasard d'ailleurs que à l'époque, c'était Jean-Noël Jeannet qui était président de la BNF, donc c'est un historien des médias, donc je pense que, peut-être pas un hasard non plus, je pense qu'il avait bien compris l'économie sous-jacente qui était derrière un modèle comme Google Books, parce que c'est jamais le discours qu'on tient, évidemment. Google Books dit qu'il est là pour, il numérise tout ça pour le bien de l'humanité, pour la progression du savoir, et pas du tout pour faire de l'argent et pour essayer de monétiser tout ce qu'il va collecter sur d'autres phases de son marché. Donc là, il y a eu véritablement une réactivation de Gallica, avec l'idée d'abord qu'on allait accélérer bien sûr le nombre de documents mis en ligne, qu'on allait aussi veiller à ce que ces documents ne puissent pas circuler sans qu'on ne sache qu'ils venaient de la BNF, donc avec un filigrane, et avec aussi toute une appropriation par la communauté des bibliothécaires des outils du Web 2.0 pour créer, véritablement, pour éditorialiser finalement les contenus de Gallica et faire en sorte que de créer des communautés d'intérêt autour d'un certain nombre de thèmes qui sont parce que Gallica essaie d'éditorialiser donc en fait ce qui est numérisé. C'est pas du tout évident parce que bon, je sais comment se passe la numérisation à la BNF. En fait, on numérise par magasin, hein, et parce qu'on n'a pas le temps de trier. Et par magasin, ça veut dire qu'en fait, on numérise par format. Donc tout ce qui est du même format est numérisé ensemble. Si on pouvait avoir le tome, si le tome 2 et le tome 3 ne se font pas le même format, mais ils ne seront pas dans le même magasin, donc vous allez un peu attendre pour avoir le bon. Il y a eu tout un tas de procédures pour essayer de corriger ce genre de petits problèmes. Mais au départ, on ne sélectionne pas des collections qui thématiquement constitueraient un ensemble intellectuellement cohérent. On numérise comme ça, on fait de la numérisation de masse, hein, parce que ça coûte beaucoup trop cher de faire de la sélection au préalable. Et c'est après qu'on essaie d'éditorialiser le produit en créant donc des thématiques voilà, sur l'aviation, sur tout un tas de choses. Et autour de ces thématiques, donc, il y a tout un staff qui travaille pour essayer donc d'abord pour propulser et promouvoir ces contenus en ligne et pour essayer d'agréger autour de ces contenus des communautés. Et du coup, résultat des courses aujourd'hui, une bibliothèque numérique comme Gallica ou son équivalent européen, Europeana, sont beaucoup plus utilisés, en tout cas en Europe, mais même dans le monde, que Google Books. Google Books, en plus, a le gros défaut d'avoir misé sur une qualité de numérisation assez pauvre, qui fait que, bon, en plus, pas terrible, parfois il manque des pages, c'est pas lisible, voilà. Donc, inscription dans l'écosystème du web, oui. Captation abusive de ce qui a été produit, non. Et pour l'instant, ça n'en est pas trop mal tiré. L'autre exemple, donc là on se rapproche plus de l'ESR, donc c'est l'exemple des autorités, donc là aussi, puisque bon, je vous ai bien expliqué maintenant pourquoi c'était un petit peu l'or noir des bibliothèques. Donc là, deux initiatives parallèles, celle de la BNF à nouveau, avec data.bnf.fr, et celle de l'ABES, dont que Jérôme évoquera peut-être cet après-midi, Jérôme Calfon. IDREF. Donc là, il s'est agi en fait de la même manière, donc d'exposer les autorités produites par les bibliothécaires sur le web et de les exposer d'ailleurs de manière très ouverte, hein, parce que elles ne sont pas juste diffusées comme ça, exposées sur le web, elles sont aussi mises dans des formats qui sont manipulables, actionnables, avec des API qui permettent des téléchargements, etc. Mais elles sont sous licence étalable, c'est-à-dire qu'on peut tracer en fait, le parcours de ces autorités et éviter à un moment donné qu'on nous les revende quelque part, hein, je dirais. Même si autour on a mis de la valeur ajoutée, on peut bien payer la valeur ajoutée, mais quand même pas ce qu'on a produit nous-mêmes. Voilà. Alors en fait, bon, très grossièrement, c'est l'enjeu du SGBM. C'est la difficulté de cet objet bizarre sur lequel l'ABES travaille depuis plusieurs années, qui n'est pas un objet simple. L'objectif initial du SGBM, c'était d'essayer, d'une part, d'avoir une rationalisation, je dirais, des systèmes, du nombre de systèmes qu'on trouve dans les universités. Vous savez que les bibliothèques tournent avec des systèmes qu'on appelle des SIGB, qui sont des systèmes en client-serveur, qui datent des années 90, bon, qui sont assez robustes, mais assez lourds. Vous
vous êtes sûrement impliqué dans la gestion des SIGB de votre établissement, ne serait-ce qu'au niveau de la maintenance des serveurs et autres. Ces systèmes, bon, ils ont fait leur preuve, ils marchent bien, mais ils ont un gros défaut, c'est que d'abord, il y en a plusieurs marques. Donc, on n'est pas dans un système où on aurait, comme pour, je ne sais pas moi, les logiciels de gestion financière et comptable, 2 systèmes, hein, selon que vous soyez chez Cocktail ou à l'AMU. Là, il y en a toute une ribambelle, même s'ils ont tendance à se racheter les uns les autres, parce que ça marchait de niche, alors au bout d'un moment, ça se contracte. Et surtout, en fait, ils ne signalent que la documentation analogique, hein, sur support analogique, donc imprimé, audiovisuel, etc. Or, aujourd'hui, l'essentiel de la documentation que nous manions, elle est électronique, et c'est vrai que les métadonnées que nous pouvons afficher dans nos systèmes et qui permettent à nos lecteurs de trouver, par exemple, à nos chercheurs de trouver l'article dont ils ont besoin, sont des métadonnées donc assez pauvres, même si elles se situent au niveau de l'article, mais elles sont assez pauvres. Donc, notre ambition, c'est d'arriver, alors certainement pas en pratiquant un catalogage à la pièce, comme on le fait pour la documentation sur support analogique, mais en usant d'un certain nombre de méthodes d'approche semi-automatisée, d'arriver à signaler cette documentation électronique au niveau de l'article, au niveau du chapitre pour le livre, en récupérant éventuellement donc, ce que produisent les éditeurs, mais qui, je vous le dis, est assez pauvre, et en l'enrichissant pour en faire quelque chose de mieux. Voilà. Donc c'est bien l'objectif du SGBM, mais en même temps, il s'agit d'éviter donc la plateformisation de ces contenus. Alors, on veut bien les mettre à disposition, mais éviter des captations abusives de valeur au passage. Or, certaines offres SGBM, alors pas toutes, sont des offres assez complexes finalement à appréhender et à analyser parce qu'il ne s'agit pas, je trouve que ce sont les offres les plus abouties aujourd'hui techniquement, sont des offres en fait qui consistent à proposer non seulement un logiciel mais aussi un cloud embarqué. Voilà. Et après, vous êtes censé, en tant que bibliothécaire, collaborer, travailler dans ce cloud, qui évidemment est le cloud du fournisseur, différent du cloud de son concurrent. Et donc, là, on voit bien le danger éventuel de la plateformisation. Bon, c'est aussi pour ça que c'est vrai que ce dossier a été instruit au niveau de l'ABES, parce que vous comprenez bien qu'avec cette problématique, on a absolument besoin de faire travailler de manière très étroite les bibliothécaires et les informaticiens. Et l'une des spécificités de l'ABES, depuis sa création, c'est qu'elle fait travailler en binôme, de manière très serrée, informaticiens et bibliothécaires. Voilà. Donc on est en fait sur une problématique, Jérôme détaillera, je pense, cet après-midi, beaucoup plus que je le fais là, les aspects plus techniques du projet, parce que bien sûr il y en a, mais on est sur une problématique qui est essentiellement économique. Parce que techniquement, SGBM, c'est pas très très compliqué en soi. C'est quelque chose qui n'est pas si compliqué que ça. Donc là, les problèmes qu'on a rencontrés au cours de ce projet étaient moins des problèmes techniques que des problèmes de modèle économique. Voilà. Et je terminerai sur justement un petit aperçu du volet technique du propos, mais que Jérôme, je pense, développera davantage cet après-midi. Moi, donc, je suis là pour parler au nom du réseau des établissements. Donc, nous, dans les établissements, l'un des intérêts aussi qu'on voit au SGBM, au-delà de tout ce que je viens de dire, c'est bien sûr l'interfaçage avec le SI de l'établissement. Et là, on a tout un tas de perspectives qui sont ouvertes par ces outils de nouvelle génération, qui étaient assez difficiles à mettre en œuvre avec un SIGB classique. Alors, il y a bien sûr toute la partie finance, il y a toute la partie pilotage, et puis après, tout ce que j'appellerais les référentiels qui permettent, dans les établissements, de piloter la scolarité, l'annuaire LDAP, etc., etc. Ça, c'est quelque chose qui est très précieux pour nous, parce qu'on s'en sert pour tout un tas de choses, ou on voudrait s'en servir pour tout un tas de choses, nos contrôles d'accès, les systèmes de paiement, enfin, il y a toute la problématique de la carte multiservice étudiant derrière. Et avec cette particularité, alors qui, je sais, parfois est un petit peu difficile à gérer pour vous, que nous sommes des bibliothèques publiques et donc que nous accueillons des publics extérieurs à l'université.
Et ça, c'est sûr, c'est embêtant parce que ceux-là, ils ne sont pas dans le LDAP a priori. Donc, il faut trouver un système, un workflow le plus simple et le plus économe possible qui permette d'intégrer donc ce qu'on appelle les lecteurs extérieurs et qui peuvent être notamment en région parisienne où il manque beaucoup de places de lecture en bibliothèque, qui peuvent être vraiment très importants parce que finalement, la proximité des établissements et ce problème de pénurie de place fait que les étudiants et même les chercheurs sont très mobiles d'une bibliothèque à l'autre. Ils ne fréquentent pas simplement la bibliothèque de leur université. Ils vagabondent beaucoup, puis il y a des interuniversitaires, enfin, c'est un paysage un petit peu complexe. Mais c'est une question qui se pose aussi dans les grandes métropoles, je le sais. Donc voilà. Mais c'est vrai que cet outil nous permet donc d'envisager un certain nombre d'ouverture et de collaboration, enfin, d'interfaçage avec d'autres applications du SI global de l'université qui jusqu'à maintenant était un petit peu difficile. Et c'est aussi l'un des aspects très intéressants du projet SGBM. Voilà. Et donc, bien sûr, bon, quand on pose ces questions-là, elles ont l'air techniques, mais en fait, vous le savez comme moi, je l'ai quand même mis parce que ça me fait plaisir de l'écrire, sont aussi donc forcément des questions politiques et on se heurte très vite à des difficultés qu'on ne soupçonnait pas, tant on se disait que c'était assez simple quand même de brancher un truc avec un bidule, avec un connecteur et un truc API, mais non, en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça parce que voilà, il y a toujours du politique derrière. Pour dire que les questions techniques ne sont jamais purement techniques. Voilà. Merci à vous encore pour votre invitation. Et puis, merci. Est-ce qu'il y a des questions? Bon, elles vont peut-être venir. Oui. Monsieur le Président, merci pour cet éclairage sur le SGBM et puis les interactions avec les SI des universités. Il y a un autre sujet dont vous pourrez nous parler, qui serait affluence et le suivi des personnes, c'est-à-dire les entrées dans les bibliothèques, la gestion des places et en fait tout le système sur les données. On a vu apparaître depuis un an sur Google un système qui s'appelle aussi Affluence, qui fait que pour tous les magasins ou tous les services publics, quand on voit la page du site en question, dans Google, on voit les horaires de fréquentation. Il y a des secrets de fabrication derrière, mais à un moment, il va falloir se réapproprier ces questions-là, je pense, dans les universités. Quel est le point de vue de la DBU sur ces questions avec le projet aussi de Bibliothèque ouverte plus et en corollaire, le fait qu'à un moment, à la bibliothèque, il y a de la lumière à 22 h, mais il n'y en a plus nulle part sur le campus. Et ça pose aussi des problèmes informatiques. Mais donc voilà, comment va-t-on suivre les personnes dans les universités avec l'initiative Affluence? Je trouve que c'est intéressant de la partager avec les DSI. Ah voilà, bah c'est un bon exemple de plateformisation en effet des données. Alors je ne sais pas en effet comment elles sont collectées, ces données par Google, tu sais? Un collègue m'a expliqué, Google collecte les données des smartphones et des appareils portables et en fait calcule le pic de fréquentation. Il mesure le taux de présence des gens à travers les réseaux téléphoniques, il calcule le taux maximum et à partir de là, il fait ses courbes. Voilà, donc c'est un exemple voilà, de plateformisation. C'est vrai que, et donc de fourniture certes d'un service qui peut sembler utile, mais dont bien sûr il faudrait examiner de beaucoup plus près comment comment Google arrive à calculer ses courbes. Donc face à ça, en effet, voilà, il y a un acteur, oui, qui est apparu, c'est une start-up qui est hébergée par la BNF, Affluence. Donc c'est une start-up qui vend une solution. Leur modèle, clairement, c'est pas de s'inscrire dans une économie de big data, pour les avoir rencontrés, mais plutôt en effet de développer leur activité sur d'autres segments comme les Crous, etc. Et en effet, donc ils placent des capteurs dans la bibliothèque qui en fait enregistrent des scanners qui enregistrent les entrées et les sorties et essaient de calculer l'affluence, enfin de donner des indications en temps réel sur l'affluence dans la bibliothèque à partir de ces données-là, mais aussi tout ce qu'ils vont croiser avec les données qu'on peut nous leur fournir, c'est-à-dire tel jour on est fermé, le calendrier des fêtes légales, enfin tout un tas de choses. Et c'est vrai que c'est une application qui a l'air de plutôt bien fonctionner. Je pense qu'en prenant des capteurs qui ne sont pas ceux qui sont fournis par Affluence, c'est encore mieux. Mais, parce que je pense qu'ils sont très bons sur la partie algorithmique, mais ils sont pas... Leur capteur, leur scan, là, c'est un peu léger.
Mais oui, voilà, c'est un exemple d'une manière dont on peut se réapproprier des données quand même qu'on produit. Moi, je vois pas d'inconvénient à ce que Google les expose, mais à un moment donné, on peut savoir ce qu'il fait avec et on ne sait jamais ce qu'il va faire avec, quoi. Sans compter tous les problèmes que ça pourrait éventuellement poser. Enfin, on n'est pas là sur un traçage nominatif, mais enfin bon. Oui, bonjour, j'avais une question sur les métiers et l'aspect humain derrière. C'est-à-dire qu'on ressent vraiment dans votre discours, on va dire même plus qu'une peur de la plateformisation ou de l'utilisation abusive des données. C'est ressorti dans toutes vos diapositives. En dehors des aspects, on va dire, économiques, puisqu'il y a des choses qui arrivent, comme les licences étalables, comme des clauses dans les marchés. Donc, bon, il y a des sujets à traiter, mais en dehors de ça, est-ce que les inquiétudes, elles viennent de l'évolution des métiers, du fait que, justement, avec des technologies comme le big data, qui ne sont pas forcément connues des gens, comme le fait Google avec l'utilisation des objets connectés pour la fréquentation, est-ce qu'il n'y a pas une réflexion à mener, ou est-ce qu'elle est lancée, et comment ça se passe auprès des agents et des gens dans les bibliothèques, pour qu'ils prennent ça en main et réfléchir à l'évolution de leur métier? Parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'actions qui sont faites pour résister sans se l'approprier ou se l'approprier après. Enfin, c'est une sensation qui ressort, en tout cas, moi, que je trouve de votre présentation. Alors, craindre dans les bibliothèques, ben non, vraiment pas. C'est peut-être un peu prétentieux ce que je vais dire, mais j'aurais tendance à penser, moi, que l'ubérisation des bibliothèques, elle est derrière nous. C'est un peu exagéré parce que le danger existe toujours, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on a été frappé par ce phénomène très tôt. Je pense qu'on a été les premiers frappés dans l'université, pour la bonne et simple raison que, bon, ben voilà, on est vraiment sur une économie on travaille sur des contenus. Donc, c'est vrai que je dis pas que l'analyse qu'on fait aujourd'hui de la situation, elle est sortie toute casquée de notre tête en 98. On a plutôt, en effet, procédé par ajustement et analyse. Mais moi, je me rappelle, quand j'ai commencé dans ce métier, on me disait, c'est très réjouissant, on me disait, de toute façon, dans 15 ans, il n'y a plus de bibliothèque. Quand j'ai construit une bibliothèque à Versailles, une bibliothèque de sciences, la présidente m'a dit, mais t'es sûr qu'il faut construire une bibliothèque? Les bibliothèques n'ont jamais été aussi fréquentées. C'est une des choses qui peut sembler paradoxale, qui nous-mêmes nous a beaucoup étonnés. En fait, plus on dématérialise les supports et plus les gens ont besoin de se retrouver. En fait, c'est un paradoxe en apparence. Donc, les bibliothèques, elles évoluent, etc. Mais aujourd'hui, je n'entends plus dire il n'y aura plus de bibliothèque dans 10 ans ou il n'y aura plus de livres dans 10 ans. Ce sont des choses qui sont un peu qu'on n'entend plus. Donc, c'est vrai que les bibliothécaires, du coup, sont moins angoissés. Et par ailleurs, je pense que, voilà, j'ai essayé de donner 2 exemples. Je pense qu'on a quand même aujourd'hui que beaucoup de gens dans le milieu ont une claire perception des enjeux en cours et que les décisions stratégiques qui sont prises par rapport au développement d'un certain nombre, donc la mise en ligne d'un certain nombre de contenus sont plutôt bonnes. Et bien sûr, il y a tout un travail d'appropriation par tout un tas de collègues qui sont à côté du train du numérique, c'est sûr. Je pense là plutôt à des collègues en effet de catégorie B qui ont une formation extrêmement technique sur du catalogage traditionnel et qui aujourd'hui voient arriver, regardent ces nouveaux objets ces nouveaux objets numériques à décrire, qu'il s'agisse d'articles scientifiques, parce qu'on ne décrit pas au niveau de l'article aujourd'hui dans les bibliothèques, ou les jeux de données, par exemple, des jeux de données de la recherche, des choses qu'il faut documenter un jeu de données, parce que il faut que vous disiez, en gros, il faut que vous documentiez son contexte de production pour arriver éventuellement à le réutiliser après. Et bon, ça c'est un travail s'il s'agit de poser des métadonnées descriptives, en plus de métadonnées de gestion qui là concernent plus les informaticiens parce que ça va permettre de gérer le cycle de vie de l'objet. D'un point de vue de migration, etc., pour assurer sa conservation pérenne. Donc c'est vrai qu'on a encore du chemin à faire pour qu'il y ait une appropriation vraiment complète de la profession, mais je trouve qu'on n'est quand même pas si mal situé que ça. Et moi, ce qui m'inquiète beaucoup plus, c'est le manque d'appropriation que je constate chez les enseignants-chercheurs, qui sont quand même, qui râlent tout le temps parce que voilà, Elsevier, etc., mais qui en fait j'ai l'impression n'ont pas toujours une claire perception et par les gouvernances. Les bibliothécaires ont une longue tradition de coopération internationale du fait de la normalisation, donc c'est vrai que
on va à l'étranger pas mal, où on a des contacts, même si on n'y va pas, on a beaucoup de contacts avec nos collègues étrangers, donc on voit ce qui se passe à l'étranger. Cette question de la plateformisation, mais qui touche tous les aspects, hein. On n'a pas parlé de la pédagogie, mais on pourrait très bien parler voilà, des plateformes comme Coursera, etc., ou des plateformes comme Master Booking qui entendent se substituer au service d'orientation des universités et vous dire quel master vous devez faire. LinkedIn, par exemple, a aujourd'hui avance à avoir assez de données sur les parcours professionnels des gens qui ont un compte LinkedIn pour être capable de lancer un service d'orientation pour les étudiants en leur disant, voilà, voyez, si vous faites ce master, ça peut conduire, voilà, en exploitant de manière algorithmique donc toutes les données qu'ils ont pu collecter. Donc on est vraiment, vraiment tous les aspects, je pense, de l'enseignement supérieur et de la recherche sont menacés. Et à l'étranger, on voit bien que les gouvernants se sont saisis de ce problème. C'est un des axes majeurs de leur réflexion prospective. En France, Dieu merci, on a quelques interlocuteurs qui ont compris, mais ce n'est pas la majorité. Moi, ça me frappe beaucoup. Voilà, donc. Et là-dessus, oui, je pense que les bibliothécaires, ils ont une petite expérience dans leur petit domaine, mais qui peut en effet aider à y voir clair sur d'autres enjeux qui n'ont rien à voir avec les bibliothèques ou avec ce que font les bibliothécaires, mais qui subissent des logiques proches. Ouais. Eh bien, merci. Bien, je vous propose qu'on redémarre. Donc après la vision nationale et la vision, on va dire, internationale, suisse notamment, des problèmes de bibliothèque, je vais laisser la main ou la parole, je cherchais. J'ai disparu. Je vais donner la parole à Christophe Perales pour la partie donc, qui est président de l'ADBU et qui va donner ses opinions, on va dire, sur les problématiques du numérique et notamment de son association. Merci beaucoup pour votre invitation. Vous excuserez si j'ai l'air d'un droupi, mais je suis très fatigué. Notre propre congrès est la semaine prochaine à Nice, donc là on est sur le bouclage. Et j'étais pas prévu pour intervenir aujourd'hui en fait. On s'était arrangé avec une collègue, mais elle n'a pas pu venir, donc voilà. Je suis un peu fatigué, mais bon, je vais vous dire des choses passionnantes, hein, je vous rassure. Ce que j'ai compris de la commande, en fait, c'était de parler essentiellement des rapports entre numérique et documentation sous l'angle qui est susceptible de vous intéresser le plus, c'est-à-dire le SGBM. Vous aurez une intervention cet après-midi, si j'ai bien compris, de Jérôme Calfon, qui vient de quitter ses fonctions à la baisse sur le même sujet, mais sur un versant peut-être plus technique. Moi, ce matin, ce que je vais essayer de tracer, c'est le bureau, donc président, vice-président, etc. Et puis 5 animateurs de commissions permanentes donc, qui animent le réseau. Et dans ces commissions permanentes, je vous ai listé là les 5 thématiques sur lesquelles on travaille donc, tout au long de l'année au sein de ces commissions. Il y en a une, vous voyez, qui s'intitule « Signalement et système d'information ». Donc, ça fait vraiment partie des préoccupations courantes, hein, enfin, vraiment qui nous suivent toute l'année, de l'association que de travailler sur l'articulation voilà, entre le système d'information les systèmes d'information et les questions de signalement. Alors, ce que j'ai essayé de faire pour démarrer, c'est de vous donner une sorte de mode d'emploi pour arriver à gérer cet être étrange et un peu revêche qu'est le bibliothécaire. Bon, en fait, les rapports, l'intérêt qu'ont les bibliothèques pour le numérique. Alors, j'aurais pu parler de tout un tas de choses, hein,
J'aurais pu parler des nouveaux espaces d'apprentissage, j'aurais pu parler de la pédagogie en ligne, enfin voilà. Mais l'angle d'attaque, c'était plutôt celui du SGBM, parce que c'est là, je pense, en effet, où il peut y avoir une articulation avec le système d'information de l'établissement et qu'on peut avoir à collaborer dans les années à venir de manière assez étroite. Alors, 2 mots quand même sur la DBU pour ceux qui ne nous connaîtraient pas encore. Donc, c'est l'association des directeurs et personnels de direction des bibliothèques universitaires et de la documentation, une association qui existe depuis 1970, qui compte à ce jour 460 adhérents, un conseil d'administration de 10 personnes, et donc qui se décompose en 5 personnes qui s'occupent du... je m'amuse avec les stéréotypes de la profession. On les a tous éliminés, tout éliminé. Non, je ne veux pas faire de misogynie, ceux qui étaient comme ça. Il n'y en a plus, hein, je vous jure. Donc, non, Alain Abécassis, qui nous connaît bien, acquiesce. Je vous remercie, Alain. Il n'y en a plus. Enfin, il n'y en a presque plus. Il n'y en a presque plus. En fait, c'est vrai que parfois, les bibliothécaires et les informaticiens ne sont pas les gens qui collaborent le plus mal dans les universités, enfin en tout cas d'après mon expérience à moi. Mais c'est vrai que parfois, au moins au démarrage des projets, on a souvent du mal à se comprendre. On parle à peu près le même vocabulaire, par contre, on n'a pas tout à fait le même angle d'attaque sur les questions. Et donc, je vais vous livrer la recette secrète pour arriver à immédiatement communiquer avec un bibliothécaire. En fait, le bibliothécaire, il trouve les questions d'outils très importantes. D'ailleurs, les bibliothèques